Bonjour, bienvenue donc à ce webinaire. Nous sommes très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui Dr Mathilde Barbeau. Dr Mathilde Barbeau est originaire de la rive sud de Québec où elle a grandi. Après avoir complété un baccalauréat en psychologie à l'Université Laval, elle est partie faire son doctorat en médecine familiale à l'Université de Montréal, puis est revenue travailler à Lévis en 2001. Elle a d'abord travaillé en CHSLD et en centre de réadaptation en déficience physique, puis s'est greffée à un groupe de médecine familiale, GMF, où elle exerce encore comme médecin de famille. Elle occupe également un poste de médecin évaluateur chez Retraite Québec. Dans ses temps libres, elle pratique la marche en plein air avec ses amis et le ski alpin adapté, aussi appelé biski. Docteur Barbeau, la parole est maintenant à vous. Alors, on va commencer. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Donc, cet après-midi, nous allons réviser ensemble les saines habitudes de vie à privilégier. Nous allons aborder également le dépistage de l'hypertension, du cholestérol, de l'obésité et du diabète. Nous allons glisser un mot sur le dépistage des ITSS, infections transmissibles sexuellement et par le sang. Nous allons parler du dépistage de certains cancers. Également, on va aborder la vessie neurogène et le suivi urologique fréquent chez les femmes atteintes de spina bifida. On va glisser un mot sur le suivi de grossesse et l'acide folique et la prévention et le dépistage de l'ostéoporose. Donc, on va commencer avec les saines habitudes de vie. Saine alimentation, c'est bon pour tout le monde. Ce qui est recommandé en 2022, c'est de savourer tous les jours des fruits et des légumes en grande quantité. Avant, on parlait d'au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Maintenant, on a enlevé ça et on parle vraiment d'y aller en quantité abondante, autant que ça nous tente. De favoriser les aliments à grains entiers. Exemple, les pains à grains entiers, le quinoa, l'avoine. Et de choisir également à chaque repas des aliments protéinés, comme le beurre de pinot, les légumineuses, les œufs, le lait, le tofu, le poisson ou la volaille, par exemple. Concernant l'exercice, c'est recommandé d'en intégrer à chaque semaine, environ 150 minutes par semaine qu'on peut défaire en 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Mais évidemment, si des gens se disent « c'est beaucoup pour moi, je ne fais pas d'activité physique présentement », c'est déjà bien de commencer par 10 minutes, 1 à 2 fois par semaine, voir comment on le tolère. Exemple, sortir dehors, si on est en fauteuil roulant, ça peut être aller se rouler dehors, ou si c'est l'hiver et que c'est plus difficile, on peut aller se rouler dans les centres d'achat. Même des fois, jadis, il y avait des clubs de marche dans les centres d'achat. Il y en a eu, ces activités-là ont été mises sur pause durant la pandémie. Mais ça peut être quelque chose qui est faisable, puis vous pouvez le faire par vous-même ou des fois, quand on le fait avec des amis, ça nous motive à poursuivre. Il y a un petit aspect encouragement quand on est plus qu'une personne à le faire. Donc, ça peut être de commencer, exemple, 10 minutes, 1 fois, 2 fois par semaine. On voit comment on le tolère, ça va bien. Bon, la semaine suivante, on peut augmenter à 15 minutes, 2, 3 fois semaine, jusqu'à ce qu'on fasse une activité plus longue. Évidemment, si on dépasse 30 minutes par jour, il n'y a pas de problème. Si vous allez en ski alpin ou que vous faites du ski de fond, du patin, de la natation, puis que vous y allez pendant 1 heure, c'est parfait. Donc, on va poursuivre. Évidemment, le tabac, les drogues ne sont pas recommandées. Le tabac, il n'y a pas de quantité de cigarettes qui est sécuritaire. Ça peut favoriser, on le sait, les cancers de la gorge, le cancer du poumon, mais aussi le cancer de la vessie, qui est un peu moins connu. Les drogues douces ou dures, je ne les recommande pas. Et puis, si quelqu'un pense avoir des problèmes avec la drogue ou souhaite
arrêter de fumer, ben, les pharmaciens pour l'arrêt tabagique peuvent venir en aide. Il y a des programmes J'arrête, j'y gagne. Puis pour les drogues, il y a des centres de réadaptation en dépendance aussi. Vous pouvez en parler à une travailleuse sociale, une infirmière ou votre médecin pour avoir de l'aide à cet égard-là. Concernant l'alcool, eh bien, ce qui est recommandé pour une femme, c'est de consommer maximum 10 unités d'alcool par semaine et 2 maximum par jour. Sur une base occasionnelle, ça peut être jusqu'à 4 à 5 par jour, mais ce n'est pas recommandé de façon régulière. Qu'est-ce que c'est une unité d'alcool? Hein, parce que si on a des gros verres de vin rouge puis qu'on le remplit à bord, c'est plus qu'une unité d'alcool. Pour le vin, c'est une demi-tasse ou 140 millilitres de vin. Une bière, ben, c'est autour de 140 millilitres, donc ce n'est pas une canne, c'est les petites bières régulières ou une once et demie de fort. Du fort, ça peut être par exemple du gin ou tous les alcools à 40 %. Maintenant, on va passer au dépistage des maladies là, qui sont des facteurs de risque au niveau cardiovasculaire. Là, vous allez voir, c'est assez médical ce dont je vais vous parler. Il y a des aspects qui vont être plus lourds, peut-être moins intéressants, peut-être, mais gênez-vous pas là, à la fin si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, le dépistage du diabète, maintenant, on le fait avec le questionnaire Find Risk. Je vais tout de suite vous montrer de quoi ça a l'air, ce questionnaire-là. Votre médecin de famille peut ou votre IPS, infirmière praticienne spécialisée, peut en avoir à son bureau. On peut aussi le télécharger sur Internet. Là, on peut le googler et puis aller le chercher. Donc, il y a plusieurs questions. Ça commence par quel est notre âge, l'âge du patient, est-ce qu'il mange des fruits, des légumes, etc. Et en fonction du score à ce questionnaire-là, ça va il y a des recommandations à savoir quand faire le dépistage. Alors, c'est ça que si une femme est à risque très élevé, aura un score très élevé à ce questionnaire-là, ça va être le dépistage du diabète par prise de sang va être recommandé une fois par année. Aussi, les femmes qui ont fait du diabète gestationnel, ça veut dire diabète pendant la grossesse, on va recommander un dépistage annuel. Les femmes qui sont connues pour faire de la haute pression ou qui ont des origines autochtones, on va les encourager à passer un test annuellement. Ensuite de ça, les femmes qui sont à faible risque ou risque modéré, qui sont âgées de 40 ans et plus, on va recommander de faire un dépistage aux 3 à 5 ans. Et puis, celles qui sont à risque élevé, donc pas risque faible ou modéré, ni risque très élevé, mais risque élevé, peu importe leur âge, à ce moment-là, on n'attend pas que les femmes aient 40 ans, on va recommander donc, peu importe leur âge, de faire un dépistage aux 3 à 5 ans également. Maintenant, parlons du dépistage du cholestérol, aussi appelé dyslipidémie ou dyslipémie. Donc, c'est recommandé chez les adultes de 40 à 75 ans, aux 5 ans. Parfois, on le fait en même temps. En fait, je dirais bien souvent, on va le faire en même temps que le dépistage du diabète. Et puis, dans le fond, ce dépistage-là ne s'adresse pas aux gens qui sont déjà connus pour des problèmes cardiaques eux-mêmes, qui ont déjà fait un ACV, un accident cardiovasculaire, ou qui sont connus pour être amputés pour une raison vasculaire, exemple, les artères qui se sont bouchées. Donc, chez ces gens-là, il devrait y avoir déjà un traitement d'instauré, donc on ne parle pas de dépistage. Donc, les dépistages, ça, c'est pour les adultes qui ne sont pas atteints de ces maladies-là, et donc entre 40 et 75 ans. Si la femme de moins de 40 ans, adulte, donc plus de 18 ans, présente des facteurs de risque pour la maladie cardiovasculaire, à ce moment-là, on pourra faire un dépistage donc avant 40 ans. Je vais vous donner des exemples de facteurs de risque pour développer une maladie cardiovasculaire. Alors, c'est AF, ça veut dire antécédents familiaux de cholestérol élevé, antécédents familiaux significatifs de maladies cardiaques. Par exemple, si notre mère a fait de l'angine ou a eu besoin d'avoir des pontages,
avant l'âge de 65 ans ou notre père avant l'âge de 55 ans. Si nous-mêmes, on est atteint de haute pression, d'insuffisance rénale, si la femme a connu une ménopause avant l'âge de 40 ans, une ménopause précoce, si on est fumeur, si on est connu diabétique ou qu'on a une obésité du ventre abdominal avec un taux de taille plus grand que 80 cm, à ce moment-là, ça peut être indiqué de procéder au dépistage du cholestérol élevé avant l'âge de 40 ans. Maintenant, le dépistage de la haute pression ou haute tension artérielle. Hypertension, ce sont tous des synonymes. Ça devrait être fait chez tout adulte qui a plus de 18 ans, de 18 ans et plus. Donc, dans le fond, moi, je ne parle pas aujourd'hui du dépistage chez les enfants et les adolescents parce qu'il y a d'autres recommandations là, qui sont émises à l'égard de ces populations-là. Aujourd'hui, on m'a demandé, dans le fond, de parler de la femme adulte atteinte de spina et hydrocéphalie. Donc, le dépistage de la haute pression devrait se faire aux années ou lors de toute visite chez le médecin ou chez l'infirmière praticienne spécialisée qui va s'y prêter. Si la femme atteinte de spina bifida ou hydrocéphalie est connue pour une maladie rénale, une hydronéphrose, des reins qui sont dilatés, on voit ça parfois avec les vessies neurogènes. À ce moment-là, c'est important de ne pas oublier de se faire dépister pour la haute pression. Puis oui, on peut en profiter, le demander quand on va chez notre médecin, mais aussi on peut aller à la pharmacie. Dans les pharmacies, il y a des appareils, des tensiomètres pour prendre la tension artérielle. Puis durant la pandémie, là, en 2020-2021, il y a beaucoup de pharmacies qui n'offraient plus ce service-là, mais par contre, la plupart ont recommencé. Vous pourrez vous informer en y allant si vous n'avez pas de tensiomètre à domicile. Et puis, souvent, vous allez voir là, si votre tension artérielle est en zone verte, ça veut dire que c'est correct. En zone jaune, haut, on est peut-être proche de faire de la haute pression. Ça vaudrait peut-être la peine de prendre un rendez-vous à notre clinique de médecine familiale. Ou en zone rouge, bien là, il ne faudrait pas attendre pour prendre un rendez-vous puis regarder si vraiment il y a de la haute pression qui s'est développée. C'est quoi les valeurs normales de la tension artérielle chez un adulte? Alors, si on a un appareil à pression à la maison, ça devrait être pris au bras, pas au poignet. Et la tension qui est normale à la maison, c'est 135 sur 85 mm de mercure ou moins. Si on est à la pharmacie, c'est la même chose. Si on est au bureau du médecin et que c'est un appareil là, que le médecin met ou l'infirmière met son stéthoscope sur le bras, on tolère jusqu'à 140 sur 90. Par contre, si c'est pris avec un appareil automatisé ou un tensiomètre oscillométrique en série qu'on appelle, là, ça va être la tension artérielle normale devrait se situer en bas de 135 sur 85. Et on ne fait pas un diagnostic avec une seule lecture. Ça prend plus d'une lecture pour qu'on diagnostique de la haute pression. Et puis, de prendre sa tension artérielle à la maison avec un tensiomètre à domicile, matin et soir pendant 7 jours ou une semaine, c'est aussi valable que de faire 5 lectures de tension artérielle avec un tensiomètre oscillométrique en série dans une clinique. À ce moment-là, si les tensions artérielles ont été prises à la maison, on les note sur une feuille et puis on les apporte lorsqu'on va à notre rendez-vous médical. Maintenant, un mot sur le dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang, anciennement appelées les MTS, maladies transmissibles sexuellement. Donc, je vous donne une liste qui n'est pas exhaustive. Donc, ça veut dire que toutes les indications de dépistage ne sont pas dans la liste. Et puis, sachez que quelqu'un qui veut se faire dépister, même s'il n'y a pas de facteur de risque mentionné en consultation, jamais on va refuser de faire un dépistage. Donc, une personne de plus de 18 ans qui est active sexuellement peut le demander.
lorsque, avant d'avoir des relations sexuelles avec un nouveau partenaire, les deux, à ce moment-là, devraient passer des tests. Évidemment, si si on n'a jamais eu de relation avec quelqu'un d'autre, bien, soi-même, à ce moment-là, il n'y a pas d'indication qu'on passe un test de dépistage, mais quelqu'un qui entre en relation avec un nouveau ou une nouvelle partenaire, qui a déjà eu des relations non protégées avec un ou une partenaire précédemment, devrait passer un dépistage d'ITSS. Donc, on a parlé des relations non protégées antérieures. Les femmes enceintes, même en relation 1-1 avec un ou une partenaire, en début de grossesse, c'est toujours à faire. Les utilisateurs et utilisatrices de drogues intraveineuses par injection ou intranasale, même si c'était fait juste une fois, c'est un facteur de risque reconnu. Donc, ne vous gênez pas pour demander un dépistage. Les gens qui ont des piercings ou des tatouages qui auraient été faits avec du matériel non stérile, c'est également une indication de dépistage. Les gens qui ont déjà eu une transfusion sanguine ou d'autres produits sanguins peuvent également demander un dépistage. Même certains vont avoir reçu une lettre du gouvernement les incitant à aller passer un dépistage s'ils ont eu une transfusion en telle et telle année. Et puis, jamais hésiter à le demander si on pense qu'on peut être à risque. Puis, comment ça se fait? Bien, il y a certaines ITSS comme le VIH, la syphilis, l'hépatite C, qui vont être testées par une prise de sang. Et la gonorrhée, la chlamydia, ça peut être fait sur un prélèvement urinaire ou un prélèvement au niveau du col de l'utérus chez la femme. Et ça peut se faire en même temps que la cytologie gynécologique, donc dans le même rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à le demander si vous souhaitez en avoir un. Maintenant, abordons le dépistage de certains cancers, parce que ce ne sont pas tous les cancers qui se prêtent au dépistage. Aujourd'hui, on va parler des 4 types de dépistage du cancer qui sont disponibles au Québec pour la femme. Donc, le dépistage du cancer du col de l'utérus, le dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer colorectal, donc du côlon, gros intestin et rectum, la partie basse juste en haut de l'anus, et le cancer du poumon, dépistage plus récent. Donc, quand on parle de dépistage de cancer, le dépistage, en le fond, se fait chez un adulte qui n'a pas de symptômes, ni de signes inquiétants. Et alors, on ne parle pas de quelqu'un, par exemple, qui cracherait du sang. Là, on n'est plus dans du dépistage. Un dépistage n'est jamais obligatoire. C'est sur une base volontaire qu'on le passe. Et il y a des avantages, de même qu'il y a des inconvénients. On va le voir un petit peu plus loin, mais rapidement, les avantages de dépister un cancer tôt, ce serait, bien, on pense qu'on peut trouver le cancer alors qu'il est plus petit, qu'il est encore traitable, opérable et qu'on augmente les chances de survie de la personne qui s'est fait dépister tôt. Les inconvénients, c'est que pour sauver des vies, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui passent des dépistages. Parfois, ça peut causer du stress pendant qu'on attend les résultats. Et parfois aussi, on a des tests supplémentaires à passer si le premier test de dépistage est anormal. Donc, dépistage du cancer du col de l'utérus. Alors, c'est offert chez toutes les femmes au Québec âgées entre 21 et 65 ans qui sont actives sexuellement ou qui l'ont déjà été dans le passé. C'est offert, le dépistage se fait aux 2 à 3 ans par pap test ou aussi appelé cytologie gynécologique. C'est un prélèvement qui est fait au niveau du col de l'utérus. Et puis, par contre, si la femme a déjà eu un résultat anormal, ça se peut que son médecin lui dise, ben, pour la prochaine année, ça va être aux 6 mois
ou encore chez toi, on le recommande aux amis pendant tant de temps. Puis, un petit mot sur la vaccination. Le vaccin contre le VPH ou le virus du papillome humain, qui est un facteur de risque reconnu de cancer du col utérin. Ce virus-là se transmet lors des relations sexuelles et puis on peut ne pas savoir qu'on est porteuse du virus du papillome humain. De se faire vacciner, ça diminue beaucoup les risques de développer un cancer plus tard, de même que des condylomes. Il y a le Gardasil 9, le Cervarix aussi, qui sont des vaccins disponibles au Québec. Maintenant, ça fait partie du programme là, de vaccination québécois. Ça va être gratuit chez les moins de 18 ans et chez certaines personnes jusqu'à 26 ans. Mais par contre, il peut être offert chez la femme âgée jusqu'à 45 ans. S'il n'est pas gratuit, par contre, là, il y aura des coûts que la femme devra défrayer elle-même pour se faire vacciner. Puis, je vous dirais même, il y a des médecins qui l'offrent là, en haut de 45 ans. Ça peut être intéressant, par exemple, chez une femme qui a été très longtemps avec un même partenaire, séparation, nouveau partenaire, donc peut-être nouveau facteur de risque de rencontrer le VPH. À ce moment-là, n'hésitez pas à en discuter là, avec votre médecin ou votre IPS. Puis, il y a aussi des infirmiers, infirmières qui sont très bons là, en vaccination dans les GMF. N'hésitez pas à leur poser des questions au besoin ou dans les CLSC. Maintenant, glissons un mot sur le dépistage du cancer du sein. Alors, le programme québécois de dépistage du cancer du sein est offert à toutes les femmes québécoises âgées de 50 à 69 ans. Les femmes vont recevoir une lettre par la poste du gouvernement, les invitant à passer une mammographie aux 2 ans. On peut aussi prolonger le dépistage chez les femmes entre 70 et 74 ans. Ça se fait encore aux 2 ans. Là, ça nécessite une prescription médicale. Puis, sachez que, bon, la mammographie, c'est un examen en radiologie sur rendez-vous généralement. Donc, la femme qui reçoit sa lettre téléphone dans un endroit où il se fait de la radiologie, de la mammographie pour prendre son rendez-vous. Puis, si par contre, il y a des cas de cancer du sein dans la famille, ça vaut la peine de le mentionner à son médecin ou son IPS parce qu'il y a possibilité de devancer le dépistage en fonction de l'âge du cas le plus jeune dans la famille. Et puis, si une femme a des symptômes ou des signes comme qu'elle a noté une bosse au sein ou qu'elle a un écoulement au niveau du mamelon, un saignement au niveau du mamelon ou un eczéma sur le mamelon ou près du mamelon qui ne disparaît pas, qui perdure dans le temps, là, ce n'est pas juste du dépistage, là, il y a quelque chose d'anormal. N'hésitez pas à en parler à votre intervenant en santé. Et puis, si vous n'avez pas encore 50 ans, n'attendez pas la lettre du gouvernement pour aller passer une mammo. Parlez-en, puis à ce moment-là, le médecin IPS pourra prescrire le mammo écho après vous avoir examiné. Alors, qu'est-ce que ça donne, dans le fond, le dépistage du cancer du sein? Pourquoi au Québec, il y a un programme de dépistage? Donc, ce que les études ont montré, c'est que ça réduit le risque de devoir subir une chimiothérapie si un cancer est découvert, parce que le cancer serait découvert plus tôt, à un stade moins avancé. Ça réduirait aussi le risque d'en mourir, ce qui n'est pas rien. Et les chiffres qu'on a, c'est que sur 1000 femmes qui ont passé un test de dépistage par mammographie, 7 décès par cancer du sein seraient évités. Donc, 7 sur 1000. Il y a des inconvénients. On en a dit ça un mot tantôt. Ben, le stress, quand on attend nos résultats. Ensuite de ça, ben, les faux positifs, ça veut dire les mammographies anormales, mais pour lesquelles finalement on ne trouve pas de cancer. Alors, c'est
près de 300 cas sur 1000 dépistés, donc 300 femmes sur 1000 femmes dépistées. Des biopsies. Hein, biopsie, c'est quoi? C'est aller prendre un échantillon parce qu'en général, quand une mammographie est anormale, le radiologiste va recommander des clichés d'agrandissement. Donc, dans un deuxième temps, les clichés d'agrandissement sont faits. Si les clichés montrent encore des lésions qui pourraient nous orienter vers un cancer du sein, bien là, il va y avoir une recommandation faite d'aller chercher un échantillon dans le sein pour l'analyser et voir est-ce qu'il y a du cancer ou pas. Et puis donc, c'est ça une biopsie, prendre un échantillon. Et puis, il y aurait 37 biopsies qui seraient faites, mais de façon qui ne montreraient pas de cancer pour les 1000 cas dépistés. J'ai mis inutile, c'est ce que j'ai vu là, sur le site que j'ai consulté là, gouvernemental, mais ce n'est pas tout à fait inutile quand on pense que, en fond, la nouvelle est bonne. Il n'y a pas de cancer, puis s'il y en a un, ben, tant mieux, on l'a trouvé. Puis, il y a le surdiagnostic aussi, c'est les femmes qui auraient un cancer, mais qui s'involueraient de lui-même, ou en tout cas qui n'en mourraient jamais. Maintenant, un mot concernant le dépistage du cancer colorectal, cancer du côlon et du rectum. C'est offert au Québec chez les adultes de 50 à 74 ans. C'est indiqué aussi chez la femme qui a un spina bifida. Ça se fait comment? Par FIT test, c'est comme le nom qu'on utilise, là, ou la recherche de sang occulte, ça veut dire non visible à l'œil nu dans les selles. C'est indiqué aux 2 ans, entre 50 et 74 ans. Chez quelqu'un qui n'a pas de symptômes au niveau intestinal. Si, par contre, on est connu pour un intestin neurogène, ça n'empêche pas qu'on puisse passer le dépistage du cancer colorectal, il n'y a pas de problème. C'est juste que si, par contre, on a un changement du sang dans les selles nouveau, un changement au niveau de la fréquence des selles par rapport à nos habitudes antérieures depuis qu'on est adulte ou adolescent, ou que nos selles sont rendues minces comme des crayons, puis que c'est tout le temps comme ça, ben là, on n'est plus dans du dépistage. Il faut indiquer ça un mot à notre médecin ou notre IPS, puis demander d'être, le médecin ou l'IPS va procéder à un examen, puis à l'investigation appropriée. Donc, c'est chez quelqu'un qui n'a pas de symptômes, on recherche du sang non visible dans les selles. Si le FIT test est positif, ça veut dire anormal, qu'au laboratoire, quand il l'analyse, il trouve du sang microscopique dans les selles, à ce moment-là, la personne va être référée en coloscopie. C'est quoi une coloscopie? C'est un examen par caméra au niveau du gros intestin. Petite note, s'il y a des antécédents familiaux de cancer colorectal ou de polypose familiale, ou que soi-même, on est connu pour une colite ulcéreuse ou une maladie de Crohn, ou qu'on a déjà eu des polypes au niveau du gros intestin, bien, le suivi pourrait être différent. Et à ce moment-là, le gastro-entérologue ou le médecin de famille pourra dire, exemple, ta prochaine coloscopie va être dans 3 ou 5 ans, où on va devancer le dépistage plus tôt en fonction du premier cas de cancer colorectal dans la famille. Les avantages du dépistage chez quelqu'un qui n'a pas de symptômes, donc ça augmente les chances, s'il y avait un cancer qui ne donne pas de symptômes, qu'on le trouve à un stade peu avancé, et donc que ce soit plus facilement traitable. Et sur 1000 personnes qui passent un FIT test, ou le dépistage de sang occulte dans les selles, 5 décès par cancer colorectal seraient évités. Maintenant, le petit nouveau, dépistage du cancer du poumon, hein, c'est offert c'est en train de s'organiser à la grandeur du Québec. C'est indiqué, pardon, chez les adultes de 55 ans à 74 ans qui sont fumeurs ou qui ont arrêté de fumer dans les 15 depuis moins de 15 ans. Puis, il faut que cette personne-là ait fumé pendant au moins 20 ans pour que ça vaille la peine de passer le dépistage du cancer du poumon.
Donc, ça veut dire quoi avoir fumé pendant au moins 20 ans? Dans le fond, on calcule toutes les années que la personne était fumeuse et on enlève les périodes d'arrêt tabagique si la personne a tenté d'arrêter de fumer. C'est sûr qu'on encourage, ça ne veut pas dire que c'est plus dangereux de fumer. Hein, comme je vous le mentionnais, il n'y a aucune quantité de cigarettes qui est sécuritaire. Tout fumeur est à risque de développer un cancer du poumon. Mais par contre, et le cancer du poumon, c'est un cancer qui est très tueur. Malheureusement, quand il donne des symptômes qu'on le trouve souvent, il n'est pas opérable, puis les gens en décèdent dans les 5 années qui vont suivre. Donc là, ce dépistage-là, le but, c'est qu'on augmente le dépistage quand le cancer est petit et encore traitable. Et comment ça se fait, le dépistage par cancer du poumon? Ça se fait par tomodensitométrie à faible dose et ça doit être prescrit là, par un médecin ou une IPS. Donc, si jamais vous êtes fumeur, n'hésitez pas à en parler lors d'une consultation médicale. Et puis, pour les patchs, si les gens veulent tenter d'arrêter de fumer, ce que j'encourage, n'hésitez pas même à en parler à votre pharmacien. Ils sont en mesure de faire un questionnaire puis vous offrir les patchs appropriés en fonction de la quantité de cigarettes que vous fumez par jour. Puis il y a aussi là, les compléments aux patchs. Donc, le dépistage du cancer du poumon, avant que ça ait été mis en branle, il y avait des études qui ont été faites. Donc, sur 1000 personnes dépistées, on parle de fumeurs ou de gens qui ont arrêté de fumer depuis moins de 15 ans et qui ont fumé pendant au moins 20 ans. 52 cas de cancer trouvés. Et puis, sur 26 cas qui seraient trouvés assez tôt pour que le cancer soit opéré et guéri. Et 8 décès seraient ainsi évités. On va parler de la vessie neurogène, condition fréquente chez la femme atteinte de spina bifida. Donc, un petit rappel, c'est important d'avoir un suivi urologique pour préserver nos reins et notre vessie en bon état. Parfois, je vois des gens là, qui ont été 10-15 ans sans suivi aucun de leur condition rénale et vésicale. Je trouve toujours ça dommage et puis ça arrive des fois là, que des gens ont des mauvaises surprises, même s'ils ont l'impression de bien aller. Donc, c'est important d'avoir un suivi. Et ce suivi-là, comment se fait-il? Avec l'urologue, évidemment, mais aussi par prise de sang. Une fois par année pour vérifier la fonction des reins. Cette prise de sang-là peut être demandée par l'IPS, par le médecin de famille ou l'urologue. Le suivi urologique, minimalement aux 3 ans, est recommandé avec échographie des reins. Encore là, l'échographie peut être prescrite, pas nécessairement avant le rendez-vous avec l'urologue, ça peut être prescrit par le médecin de famille ou l'IPS. Ça, c'est un minimum aux 3 ans, mais ça se peut que l'urologue dise, moi, j'ai besoin de te revoir aux années, ou encore, si la personne a, par exemple, des injections de Botox dans la vessie, elle peut être vue aux 3 à 6 mois pour ça. Le suivi urologique peut inclure, là, c'est des termes probablement qui vont vous rappeler quelque chose, parce que probablement que la plupart d'entre vous avaient déjà passé ces tests-là. Donc, le suivi urologique peut inclure un bilan urodynamique où on remplit la vessie et on regarde s'il y a des contractions non inhibées, on regarde si la personne est capable de vider sa vessie par elle-même. Si oui, est-ce qu'il reste de l'urine après qu'elle ait tenté de vider sa vessie ou pas. Tous des indices qui vont nous permettre d'ajuster le traitement. Le suivi urologique peut aussi inclure une cystoscopie. Qu'est-ce que c'est une cystoscopie? C'est un examen par caméra dans la vessie pour aller voir l'intégrité de l'intérieur de la vessie. Comme je le mentionnais tantôt, une échographie aussi des reins et de la vessie, qu'on appelle l'arbre urinaire. Quand la vessie ne se vide pas naturellement ou spontanément quand on le veut, des cathétérismes vésicaux peuvent être faits. La plupart des femmes
qui ont une vessie neurogène qui nécessitent des cathétérismes vésicaux vont les faire par elles-mêmes. Si la personne n'a pas de dextérité au niveau des doigts, ça peut être une sonde à demeure qui est installée. Parfois, souvent chez l'enfant, ça va être le parent qui va le faire. Ensuite de ça, s'il y a des fuites urinaires, souvent par contraction non inhibée de la vessie. Donc, si la vessie, pendant qu'elle se remplit, elle se contracte en même temps, mais ça peut donner des petites fuites. Il existe des solutions pour ça. Il existe de la médication qui peut calmer ces contractions-là de la vessie. Je vais vous nommer des noms, là, comme le Détrol, le Ditropan, le Toviaz, le Mictoril, le Myrbetriq. À titre indicatif, là, il y a d'autres compagnies qui en fabriquent d'autres aussi. Si vous avez des effets secondaires, parfois ça peut donner la bouche sèche, ça peut donner de la constipation. Je pense qu'il y a le Vésicare aussi qui est beaucoup utilisé, que j'ai oublié de nommer. Donc, constipation, bouche sèche. N'hésitez pas à en parler à la personne qui a fait la prescription parce qu'il existe des alternatives qui ont moins d'effets secondaires. Si on ne répond pas à la médication par la bouche, il y a aussi les injections de Botox dans la vessie qui peuvent être faites par l'urologue. Puis évidemment, la femme peut porter des protections, mais je vous dirais que les 2 premières options là, sont les plus intéressantes. Souvent, ça va donner de bons résultats. Si la femme, les infections urinaires, c'est fréquent chez les femmes qui se font des autocathétérismes ou qui ont une vessie neurogène. Si la femme a une infection urinaire, est-ce que c'est dangereux qu'elle la transmette à son ou sa partenaire lors d'une relation sexuelle? Non. La relation sexuelle en soi est un facteur de risque pour développer une infection urinaire si soi-même on est à risque d'en faire, mais ce n'est pas comme ça qu'on va le transmettre à notre partenaire si notre partenaire n'a pas de facteur de risque autre. Et si cette personne-là, vous avez peut-être déjà aussi entendu parler de bactériurie asymptomatique, ça veut dire que présence de bactéries dans la vessie, mais sans que ça soit une infection avec des symptômes d'infection. Dans ce temps-là, on n'a pas besoin de donner d'antibiotiques pour une bactériurie asymptomatique. À ce moment-là, est-ce que c'est dangereux aussi de transmettre une infection urinaire à notre partenaire? Non, on ne s'arrête pas avec ça. Si on est à risque de faire des infections urinaires, comment est-ce qu'on peut minimiser les risques de faire une infection urinaire à la suite de relations sexuelles? Bien, voici des petits trucs. Après une relation sexuelle, d'aller uriner, ça peut aider. Donc, aller uriner après la relation. Bien s'hydrater aussi après, pas trop avant si on a tendance à avoir des fuites. Puis, si on s'hydrate beaucoup, puis qu'on remplit la vessie, on retourne uriner quelques heures plus tard aussi. Si on a tendance à avoir des fuites facilement, bien, d'éviter de boire 2 heures avant la relation peut réduire les risques de fuite urinaire pendant la relation sexuelle. Aussi, si on est à risque, si on a tendance à développer facilement des infections urinaires, bien, il est possible de se faire prescrire un antibiotique qu'on prend dans l'heure qui précède la relation sexuelle. Là, vous allez me dire, ouais, bien ça diminue la spontanéité. Vous avez raison. Alors, c'est comme éviter de boire 2 heures avant. Là. Il faut planifier au moins 2 heures avant. Donc, ce n'est pas toujours possible. Si jamais on s'est fait prescrire un antibiotique puis qu'on ne l'avait pas pris avant, bien, on peut le prendre tout de suite après. C'est correct aussi. Il y a un nouveau produit sur le marché qui s'appelle Utiva. C'est des comprimés de 36 mg de canneberge concentré. Et puis, ce qui est recommandé, c'est 2 comprimés juste avant la relation ou tout de suite après, le jour de la relation. Là, si on a plusieurs relations dans une journée, on en prend juste 2, c'est maximum 2 comprimés par jour, et 2 autres comprimés le lendemain. L'Utiva, malheureusement, n'est pas couvert par la RAMQ. Si vous le faites prescrire et que vous avez une assurance privée, vous voyez si c'est couvert par les assurances privées. Ce n'est pas toujours le cas, ça dépend des assurances. Maintenant, un mot sur la grossesse et le spina bifida. Ben, normalement, le spina bifida à lui seul n'altère pas la fertilité de la femme qui est atteinte de spina bifida ou d'hydrocéphalie.
Donc, ça veut dire que la femme atteinte de spina bifida, si elle a des relations non protégées avec quelqu'un qui n'est pas un homme qui n'est pas infertile, qui n'est pas vasectomisé, ben, elle peut tomber enceinte. Donc, si la femme ne veut pas de grossesse, ne souhaite pas tomber enceinte, elle a besoin d'une contraception. Ça peut être le condom, mais ça peut être aussi la pilule ou les injections de Depo-Provera, où il existe vraiment là, plusieurs types de contraception de nos jours. Encore là, ça peut être intéressant d'aller en discuter avec son IPS ou avec son médecin, puis de voir ce qui nous convient. Concernant les contraceptifs oraux, je fais une petite parenthèse parce que les contraceptifs oraux usuels qui contiennent des estrogènes et de la progestérone peuvent augmenter le risque de faire une phlébite, une thrombophlébite, aussi appelée un caillot là, dans les jambes. Donc, si nos jambes ne bougent pas ou qu'on ne les sent pas, puis qu'on est, donc, on est un peu plus à risque de faire un caillot dans les jambes, si on prend ce type de contraceptif oral-là, ça vaudrait la peine de se faire prescrire une autre contraception. Et puis, concernant les condoms, si on a une allergie au latex ou que notre partenaire a une allergie au latex, choisir un condom sans latex, ça existe. Hein, il y a 30 ans, c'était des condoms là, en membrane naturelle d'agneau. Puis là, j'ai rappelé à la pharmacie aujourd'hui pour savoir, là, c'est plus en membrane naturelle d'agneau. Là, il existe vraiment, là, un peu comme les liants en nitrile. Là, c'est pas à base de nitrile, mais il y a des condoms efficaces pour prévenir la transmission des maladies transmissibles sexuellement qui ne contiennent pas de latex. Donc, vous pouvez lire sur l'emballage. Si vous êtes incertain, informez-vous là, au pharmacien ou à la pharmacienne. Puis, petit rappel, les femmes qui prennent la pilule ou qui reçoivent des injections de Depo-Provera ou autres formes de contraception que le condom, ça ne prévient pas les maladies transmissibles, des infections transmissibles sexuellement et par le sang. Ça, il faut vraiment là, rajouter une méthode barrière comme le condom. Et ça, peu importe l'âge. Si on planifie avoir une grossesse, qu'on souhaite en avoir une, moi, je vous encourage à en discuter avec votre médecin. Ça peut être avec votre urologue. Souvent, il va y avoir une référence en clinique GARE, c'est un acronyme pour grossesse à risque élevé. Puis, ce n'est pas pour décourager les femmes atteintes de spina bifida d'avoir des grossesses. Au contraire, il y a de très beaux exemples de femmes qui ont eu des enfants. Et puis, souvent, quand la référence est faite avant que la femme tombe enceinte, il va y avoir une visite de fait en clinique GARE. Il y en a une au CHUL à Québec pour la région de Québec et la région de Chaudière-Appalaches. Il y en a une aussi qui existe à Sainte-Justine. Je ne connais pas là, tous les hôpitaux du Québec. Il est possible qu'il y en ait ailleurs également, sûrement dans la région de Sherbrooke. Donc, il va y avoir une rencontre qui va être faite avant que la femme tombe enceinte, puis ensuite de ça, une fois que la femme va être enceinte. Pour les femmes atteintes de spina bifida, afin de réduire les risques d'avoir un enfant atteint également de spina bifida et ou hydrocéphalie, c'est recommandé de prendre une dose d'acide folique de 5 mg par jour et de le commencer au moins 3 mois avant de tomber enceinte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si, exemple, une femme qui aurait un stérilet comme méthode contraceptive, un stérilet, c'est quelque chose qui est inséré à l'intérieur de l'utérus, avant de faire retirer son stérilet, elle devrait commencer à prendre de l'acide folique 3 mois avant. Et on continue cet acide folique-là jusqu'à temps qu'on tombe enceinte, même si ça prend 6 mois, 9 mois, 1 an pour tomber enceinte. Pourquoi? Parce que quand les femmes attendent de savoir qu'elles sont enceintes, souvent le tube neural, hein, le spina bifida, c'est une anomalie de la formation du tube neural chez le fœtus. Ce tube neural-là se forme avant on disait dans les 3 premières semaines de grossesse. Là, maintenant, on parle des 28 premiers jours de la grossesse, donc souvent avant que la femme sache qu'elle est enceinte elle-même. Donc, on le commence avant, 3 mois avant, pour refaire ses réserves avant d'être enceinte. On va terminer avec ça. Dépistage de l'ostéoporose.
Hein, l'ostéoporose, c'est une maladie qui touche surtout les femmes plus âgées, post-ménopausées. Le dépistage de l'ostéoporose est recommandé chez tous les adultes âgés de 50 ans et plus. Comment est-ce que ça s'est fait? Par un examen radiologique qui s'appelle l'ostéodensitométrie. Pas besoin de le passer à chaque année. Puis, en fait, il y a un questionnaire qui va être fait par l'IPS ou le médecin pour voir est-ce que à votre âge, ça vaut la peine de passer une ostéodensitométrie ou pas, parce qu'on peut attendre jusqu'à 65 ans quand il n'y a pas de fracture de hanche dans la famille et qu'il n'y a pas de facteur de risque. La particularité des gens qui sont des non-marcheurs, exemple, si on se déplace en fauteuil roulant, c'est qu'on peut faire de l'ostéoporose de non-usage. Et ça peut commencer à l'adolescence, au début de l'âge adulte. Ça va être que la densité des os va être moins grande parce qu'on ne porte pas dessus. Le traitement n'est pas tout à fait le même que pour les gens qui font de l'ostéoporose et qui sont marcheurs. Je n'entrerai pas dans les détails du traitement de l'ostéoporose aujourd'hui, mais par contre, tout ce qui est prévention de l'ostéoporose, ça s'applique à tout le monde, que ce soit de l'ostéoporose de non-usage ou de l'ostéoporose standard, entre guillemets. Donc, chez les adultes, et particulièrement les femmes, on recommande de prendre de la vitamine D, 1000 unités par jour. Ça peut se trouver en vente libre, ça peut être aussi sur prescription. Chez les enfants, là, la dose est plus faible, donc ne donnez pas cette dose-là à des enfants. Il faut manger des produits laitiers ou qui contiennent du calcium. Pardon. 2 à 3 portions de produits laitiers sont recommandées. Ça peut être aussi, ça peut être aussi du calcium ajouté en comprimé. Et puis, l'activité physique, avec mise en charge sur les pieds, si c'est possible, est recommandée. Donc, ça peut être de la marche, ça peut être de la course à pied, ça peut être de la raquette, ça peut être du ski. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais si moi je fais du vélo ou de la natation, est-ce que c'est bon? Ça ne va pas nécessairement aider à prévenir l'ostéoporose, mais par contre, il y a des gains à être actif physiquement, c'est clair et net. La natation, le vélo adapté, c'est excellent là, pour le cœur au niveau cardiovasculaire. Donc, c'est très bien, ça aussi. Mais si on veut prévenir l'ostéoporose ou la traiter, activité physique avec les pieds au sol. Concernant la quantité de calcium qui est recommandée quotidiennement, pour les femmes de 19 à 50 ans, c'est 1000 mg par jour. Et les femmes de plus de 50 ans, c'est 1200 mg par jour. Comment est-ce que là, ça, vous allez me dire, oh, c'est compliqué de calculer ça, là. Moi, est-ce que je prends 1000, est-ce que je prends 1200? Bien, je vais vous donner des exemples, puis vous pouvez aller sur le site d'Ostéoporose Canada ou encore rencontrer une nutritionniste pour connaître les aliments riches en calcium. Je vous ai listé des exemples là, avec l'aide de Mme Isabelle Côté, nutritionniste. Donc, 250 ml de lait ou une tasse de lait contiennent 300 mg de calcium, grosso modo. Même chose là, pour une tasse, 250 ml de boisson de soya enrichie en calcium, 300 mg. Un yogourt de 100 grammes. Là, faites attention parce que souvent, les petits yogourts, c'est 75 grammes, mais anciennement, les pots un petit peu plus gros, là, 100 grammes, c'est autour de 100 à 150 mg de calcium. Un morceau de fromage dur à pâte ferme, 50 grammes de fromage type exemple cheddar, va contenir autour de 200 à 245 mg de calcium. Les fromages à pâte molle en contiennent moins et celui qui, le fromage cottage en contient encore moins. Par contre, si vous me dites, moi, le seul fromage que j'aime, c'est le fromage cottage, ben, c'est mieux ça que rien. Mais si par contre, si vous aimez tous les types et vous voulez augmenter votre quantité de calcium ingéré à chaque jour, choisissez un fromage à pâte ferme. Ensuite de ça, une demi-tasse d'amandes, 200 mg, une orange moyenne, 50 mg, une demi-tasse de brocoli cuit, 33 mg, et intéressant, les 15 ml ou une petite cuillère à table de graines de sésame entières qu'on peut rajouter dans une salade, une vinaigrette, 94 mg, donc autour de 100. Donc, très intéressant, autant qu'un yogourt de 100 grammes. Alors, je vous remercie de votre attention. Voilà mes références. Je remercie encore Mme Isabelle Côté, nutritionniste et qui travaille à l'Université Laval.
Un petit mot là, pour l'Association américaine de spina bifida. J'ai relu leurs recommandations. Il va y avoir un prochain colloque en 2023 auquel je souhaite assister. Et s'il y a des mises à jour à faire, on pourra les faire.